bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Catalogne, l'Europe doit-elle intervenir? On en parle avec vous, Christine Revaud-Dallon, vous êtes députée socialiste et démocrate, bonjour. Et puis bonjour. Patrick Le Yarrick, député gauche unité européenne, gauche verte nordique, bonjour. Alors, on va revenir en quelques mots sur la situation, non pas la situation générale de la Catalogne qui est largement connue, mais sur la situation particulière de cette semaine où le gouvernement espagnol a décidé de déclencher le fameux article 155 de la Constitution, ce qui veut dire destitution de l'exécutif catalan, les missions du gouvernement catalan, police, médias, etc., qui sont confiées à Madrid. Déjà peut-être un commentaire sur cette décision, puisqu'on est dans la semaine où cette épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la situation en général entre la Catalogne et l'Espagne. Votre commentaire sur cette décision du gouvernement espagnol? Alors, du point de vue juridique, ce gouvernement, et M. Rajoy a le droit de le faire, mais d'un point de vue de légitimité et de respect de la façon dont les Catalans se sont exprimés, c'est extrêmement choquant. Et dans cette affaire, il ne faut pas être simplement purement juridique ou simplement regarder la volonté des Catalans, avoir un regard peut-être, nous qui sommes un peu plus loin, plus objectif, mais c'est extrêmement choquant de voir cette façon. La première étape où on avait été choqué, c'est quand il avait utilisé les forces de l'ordre pour prendre les urnes, pour mettre des forces de police et voir des coups et des violences qui sont absolument inadmissibles parce qu'au niveau européen, on combat tout ce qui est excès de violence et non-respect de l'état de droit. Et là, c'est un juridisme formel qui heurte complètement ce que souhaitent les peuples. Et François Mitterrand avait une phrase qui est bien connue qui disait « le nationalisme, c'est la guerre ». Et là, ça ressemble à ça. Et je pense qu'au contraire, dans la période, il ferait mieux d'y avoir une discussion, une médiation, de comprendre les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, plutôt que d'utiliser ce formalisme juridique qui est assez c'est pas la voie que prend le gouvernement Rajoy à l'heure actuelle, hein. C'est pas la voie de la conciliation en tout cas. Non, c'est plutôt la force policière, comme l'a dit Christine, et maintenant la force de la Constitution qui elle-même est très discutée, alors que manifestement, ce qui permettrait de trouver une issue intéressante pour tout le monde, ce serait de trouver un espace de dialogue entre le gouvernement central, entre les autorités catalanes, sur la base peut-être d'un renforcement de l'autonomie, parce qu'il n'est pas dit que la population de Catalogne, si elle était consultée normalement par référendum, voterait pour l'indépendance. Par contre, elle voterait peut-être pour plus d'autonomie, pour une autre répartition des richesses, et qui sait, peut-être de là naîtrait un débat autour de la question de la création d'une république espagnole. Et ce n'est pas la voie qu'on prend pour l'instant. Alors, on revient à l'Europe. L'Europe qui refuse de manière insistante, de manière spectaculaire, j'allais même dire, d'intervenir dans cette crise depuis le début. Les dirigeants européens l'ont réaffirmé à plusieurs reprises. La Catalogne, c'est une affaire intérieure à l'Espagne. C'est au gouvernement conservateur donc, de s'en occuper. Ce n'est pas du tout à nous, l'Union européenne. Alors, même chose, quel est votre point de vue par rapport à cette attitude permanente, en tous les cas publics, en tous les cas officiels? Sans doute qu'on imagine qu'il y a des discussions sous-main, qu'il peut y avoir des discussions sous-main, mais en tous les cas officiellement de dire ça ne nous concerne pas du tout, nous, l'Europe. Oui, mais quand on dit ça, et quand on dit l'Europe dit ça, c'est quoi? C'est le Conseil. C'est la Commission, c'est pas forcément le Parlement européen. Oui, bien sûr. Et là où il y a un réel enjeu, et on le voit sur tous les sujets d'actualité de cette session, c'est l'Europe sur le glyphosate avec la Commission qui ne va pas dans le sens de ce qu'on a voté hier au Parlement européen. Sur tous les sujets, à chaque fois on dit l'Europe c'est ça. Or, la difficulté c'est que comme la vision qui est donnée de l'Europe, c'est soit le Conseil, soit la Commission, mais surtout le Conseil, donc des États membres qui vont forcément, ils sont entre eux, donc ils vont se protéger, mais il faut qu'il y ait un débat. Et l'Union européenne, il y a certes des États, mais il y a aussi des régions. Et je pense que la force sur laquelle il faut qu'on travaille et qu'on regarde des régions où, par exemple, si on prend le Royaume-Uni, la situation
de l'Écosse, la situation de l'Irlande. Oui. Il se passe des choses dans les régions. Et certes, juridiquement, encore une fois, ce sont les États membres qui sont souverains, mais en même temps, cette force et cette vitalité qui existe dans les régions d'Europe, on devrait plus en tenir compte. Alors, même chose, Patrick Léharic, votre réaction à cet écart pris par, alors on va le dire effectivement, la Commission européenne, le Conseil, par rapport à ce qui se passe en Espagne. Comment vous le jugez? Parce qu'on entend quand même beaucoup de voix, et vous allez sans doute défendre ça aussi tout à l'heure, je vais vous poser la question, selon laquelle il faudrait que l'Europe joue son rôle de médiateur dans une situation comme celle-ci. Mais en tous les cas, les dirigeants européens, la Commission européenne, le Conseil, réaffirme, et les États, la France par exemple, réaffirment qu'il ne faut pas y intervenir. Comment cette situation, vous la recevez finalement depuis le départ? Il ne faut pas y intervenir, mais quand même, ils sont du côté du gouvernement central. Tout à fait. Puisqu'ils font des réunions ensemble, y compris en présence du roi lors de remises de prix, où ils soutiennent nettement Rajoy, sans discussion. Deuxièmement, il n'est pas dit que l'Union européenne n'ait pas à regarder un certain nombre de choses. La politique d'austérité qui a été infligée durement à l'Espagne et qui a aggravé à l'intérieur de l'Espagne des fractures territoriales, des fractures sociales comme dans les autres pays européens, a à voir avec le régime qu'on a imposé et qui conduit à cette division entre régions, cette division entre territoires. Ensuite, elle dit que, quand elle dit qu'elle n'a strictement rien à voir avec cela, elle dit quand même que si la Catalogne était indépendante, elle ne serait pas membre de l'Union européenne. Donc il faut savoir de quoi on parle. Moi je pense que plus ou moins directement ou indirectement, elle influe à sa façon sur le débat, pas toujours avec de mauvais arguments d'ailleurs, mais en tout cas, elle influe sur le débat et peut-être qu'elle ne peut pas être médiatrice, mais au moins elle devrait jouer un rôle de facilitateur. Je ne crois pas que ça puisse être le Conseil ni la Commission, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une mission du Parlement européen pluraliste qui aurait pu se déplacer et avoir un dialogue avec les deux parties et avec les citoyens, avec les organisations sociales, avec les syndicats. Alors revenons sur cet argument qui est effectivement employé, qu'on entend depuis maintenant une quinzaine de jours, depuis le début de la crise, depuis le référendum en tout cas. La Catalogne ne peut pas faire partie de l'Union européenne si elle demande son indépendance. En plus, est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce que c'est une question, ça, quand même? Est-ce qu'on est sûr de cette chose-là? Parce que finalement, tout le monde semble partager cet a priori. On a un petit vide juridique parce qu'on n'a pas eu, depuis la constitution de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça ne s'est jamais produit. Dans le passé, ça s'était produit quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, qui est sortie de la communauté économique européenne, mais c'est autre chose. Mais ce qui est certain, et d'ailleurs ça avait été posé sur la situation de l'Écosse, etc., qui jouait là-dessus, c'est qu'il faudra recommencer des processus d'adhésion. Elle ne restera pas de fait membre de l'Union européenne. En tout cas, il faudra qu'il y ait quelque chose. Donc c'est quand même posé sur la table et c'est un vrai sujet. Mais ça ne peut pas être le chantage pour dire peuple catalan, ce que vous souhaitez, les changements auxquels vous aspirez, qui ne sont pas de sortir de l'Union européenne, je ne le crois pas, et peut-être même pas forcément de sortir de l'Espagne, mais en tout cas pas de la façon dont aujourd'hui c'est organisé. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer, mais est-ce que c'est tout cassé? Pas forcément. En tous les cas, ça permet de dire, vous voyez bien quand même que l'Europe a un peu à voir avec cette situation, malgré tout. Voilà. C'est tout de même un argument. Absolument. Et alors, quand vous dites, je crois que vous êtes d'accord là-dessus, sur le fait que l'Europe devrait intervenir, peut intervenir, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelle forme peut prendre cette intervention? Médiation, négociation, discussion? Comment l'Europe peut intervenir dans cette situation qui est quand même extrêmement tendue? Une médiation, ce serait bien, mais Patrick a raison, ce n'est pas uniquement des institutions politiques, s'il y a aussi d'autres forces vives, des forces syndicales, associatives, des mouvements
divers et variés, c'est intéressant aussi, pour que cette médiation soit la plus ouverte possible et qu'on n'ait pas l'impression que les jeux sont déjà ficelés d'entrée de jeu. Parce que je pense franchement, si l'Union européenne arrivait en médiation seule, il y aurait une espèce de méfiance, en tout cas, de la part, je pense, du côté catalan. Et est-ce que, alors on parlait effectivement du distinguo entre l'attitude de la Commission européenne, des dirigeants européens et du Parlement, est-ce que le Parlement ne peut pas, au nom du fait que vous représentez les électeurs et la totalité des populations européennes, prendre une décision par rapport à ça et décider de tendre une main à qui et pourquoi faire? Est-ce que cette possibilité-là, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué, les députés européens? Non, ça n'a pas été évoqué, mais on peut imaginer, si il y avait une majorité au Parlement européen, on peut imaginer une telle initiative avec une telle mission qui durerait, évidemment, ça ne peut pas être extrêmement long, mais une mission qui rencontre, qui voit toutes les parties et qui aide au débat en Espagne, dans l'Union européenne, sur les tenants et les aboutissants des décisions qu'on prend de part et d'autre. Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir le statu quo actuel, mais on ne peut pas non plus aller dans le séparatisme, parce que même quand on évoque, Christine l'a un peu abordé, quand on évoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une notion qui est évidemment dans la charte de l'ONU, dans le pacte, puis dans le pacte civil de 1960, mais ça concernait la période de la décolonisation. Et c'est utilisé aujourd'hui pour des cas particuliers, le Soudan Sud, mais quand une nation, un pays ou un peuple en oppresse un autre. Or, on n'est pas du tout dans ces cas de figure-là, et donc on ne peut pas traiter cette question comme on l'a fait dans le passé. Donc il faut mettre sur la table l'ensemble des questions, sortir des postures, sortir des coups de force de part et d'autre, parce que le président de la Generalitat catalane, il a aussi à peu près la même attitude du chat et de la souris. Qui va souffrir de tout ça? Ce ne sont que les peuples qui vont souffrir de ça. Alors ce qui nous dit bien, ce que vous êtes en train de dire là, ce qui nous dit bien, par ailleurs, autre argument, j'allais dire que la question espagnole, d'un point de vue juridique, concerne bien entendu l'Espagne, mais qu'elle concerne quand même, on le voit bien, l'Europe, et qu'elle concerne non seulement ça, mais elle concerne aussi le droit international, c'est ce que vous, de l'ONU, c'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que si c'était un pays, il demanderait son adhésion à l'ONU. Est-ce qu'il serait accepté? Bien sûr. Revenons à cette situation. On a plusieurs situations, puisque vous l'avez évoqué l'un et l'autre, on a plusieurs situations de ce type pressantes en Europe à l'heure actuelle. Alors la plus pressante, effectivement, est liée au Brexit. Ça concerne la situation de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Et là, on s'aperçoit bien que la question est entièrement européenne. Alors ça entre dans le cadre de la négociation du Brexit peut-être, mais on est dans une question, cette question des autonomies possibles de régions dans une conjoncture particulière. Là, il s'agit du Brexit, d'un vote qui a eu lieu, d'un référendum qui a eu lieu aux États-Unis. On s'aperçoit bien que cette question, elle est européenne. Là, du coup, personne ne refuse, personne ne dit que c'est pas vrai. Et moi, je pense que l'une des solutions, je parlais du rôle des régions. Et on se rend compte d'ailleurs dans beaucoup de politiques européennes, ce sont les régions qui sont moteurs. Et si on avançait un petit peu vers cette Union européenne où le Parlement a un vrai rôle, où la Commission et le gouvernement est responsable devant le Parlement et où le Conseil n'a pas à chaque fois à donner son mot comme il le fait, et en réalité aujourd'hui il bloque tous les processus, et ça permettrait peut-être à renforcer un peu les poids des régions qui n'auraient pas le même sentiment parfois de s'extraire de ce niveau national qui pour beaucoup de personnes n'a plus autant de sens peut-être que le niveau européen. Moi je pose la question vers cette avancée, ce changement de nos institutions européennes pour donner plus de force au Parlement européen, une commission responsable devant le Parlement européen et des régions, dès lors qu'elles sont en collectivité élues et avec une structure démocratique, qui puissent avoir plus de poids aussi et un petit peu baisser celui des États membres. Qui bloque sur beaucoup de choses. Votre point de vue, Patrick Le Yarrick, sur cette question qui est urgente, encore une fois, et dont on ne voit pas très clairement comment elle est abordée, y compris à l'heure actuelle dans les discussions, dans les négociations du Brexit, cette question de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Bon, là, c'est une question spécifique à cause de la sortie du Royaume-Uni, donc ils ont une nouvelle question à poser
et une difficulté, parce que le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, est un royaume, mais ce n'est pas non plus une république, avec plusieurs pays. Mais l'Espagne est aussi un royaume, mais c'est une nation des nations. Ce n'est pas encore tout à fait le même statut juridique. Et donc, derrière tout ceci, il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant. Moi, je ne suis pas partisan de faire une Europe qui serait une Europe des régions et où on détruirait les nations et l'État national, notamment l'État social. Je suis pour construire du commun, beaucoup plus de commun, y compris à examiner des souverainetés réellement partagées de manière qui pousse à l'égalité et des partages de souveraineté équitables, mais une sorte d'Europe des régions où on les met en concurrence les unes contre les autres ne résoudra pas nos problèmes, bien au contraire. Mais ça, c'est posé. Deuxièmement, il y a une question plus générale qui est aujourd'hui la mondialisation capitaliste telle qu'elle s'abat sur les États et sur les nations et qui détruit en quelque sorte l'État-nation, notamment par chez nous, dans les premiers pays qui ont construit le marché commun, avec les États sociaux qui ont été construits, sont en train de nous poser de nouveaux problèmes aujourd'hui. Et cette destruction-là, elle est mortifère pour les gens. Parce que ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de la résolution en commun d'une multitude de défis auxquels on est confronté. Si on se morcelle jusqu'à la région, l'individu, la localité, si on se morcelle, on sera évidemment toujours plus faible face à des groupes internationaux, des transnationales aujourd'hui, qui ont une puissance plus importante que celle de certains États européens. Que peut le Kosovo, on va dire, face à une grande multinationale. Oui, je prends la caricature. Mais voilà, même à certains de nos États, nous, on s'aperçoit tout de même que cette question espagnole, que certains, en tous les cas, repoussent. Et il y a aussi un effet, on ne veut pas savoir exactement ce que vous êtes en train de dire l'un et l'autre. Quel type de problème nouveau ça pose à l'Europe à l'heure actuelle? C'est-à-dire qu'on sent bien quand même qu'il y a dans cette histoire espagnole, pas simplement un petit conflit intérieur qui concerne l'Espagne, une crise institutionnelle espagnole, mais que ça pose tout de même à l'Europe un certain type de problème. Vous êtes en train déjà d'en débattre là. Est-ce que c'est votre sentiment qu'au-delà même du cas espagnol, bien sûr, c'est un problème qui concerne tout le monde? Il est même régulièrement posé en France. La Corse, la Bretagne, pas de la même manière que ce qui se passe en Espagne, mais nous le connaissons aussi en France. Il a été posé au Pays Basque. Et voilà, et il existe dans beaucoup de régions de l'Union européenne. Quand je parle de peut-être donner un peu plus de poids aux régions et un peu moins aux États membres, je ne suis pas en train de faire la révolution et de dire qu'il n'y a plus d'État-nation demain, je pense que ça prendra du temps. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour être fort et pas être morcelé, justement pour se battre, notamment dans les questions de commerce international et autres, cette force de l'Union européenne, aujourd'hui on ne l'a pas. Pourquoi? Parce qu'il faut l'accord systématique de ces 28 ou demain de ces 27 États membres et qu'ils ne se mettent pas d'accord, et parce que le Parlement et la Commission ne peuvent pas avancer de concert. En tenant compte des situations et des volontés des peuples qui composent l'Union européenne, évidemment, mais on a un problème d'efficacité et on a un problème de morcellement dû à la souveraineté qui est parfois assez incompréhensible de ces États membres qui bloquent les uns contre les autres et du coup on n'avance pas. Sachant que la balkanisation a quand même été la tare de l'Europe, on va le dire. C'est quand même c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est quand même ce qui a terriblement affaibli et mené aux situations qu'on a connues, les guerres contre lesquelles s'est créée l'Union européenne tout de même. On a quand même cette situation. Oui, mais ces fracturations, elles sont presque obligatoires dès lors qu'on n'est pas dans un projet commun. Si notre précepte, c'est la concurrence libre et non faussée,
évidemment, c'est autre chose que d'annoncer qu'on va mener ensemble des projets communs au rythme de chacune et de chacun. On va faire du rattrapage social et économique pour celles et ceux qui sont aujourd'hui en difficulté. Quand les pays d'Europe orientale ont voulu se débarrasser du joug soviétique, ont cru accéder à la liberté, et ils ont fait le libéralisme le plus échevelé, et dans lesquels aujourd'hui il y a la dérive la pire pour une partie d'entre eux, vers l'extrême droite, qui devient d'ailleurs une contagion extrêmement dangereuse, qui est peut-être un peu trop sous-estimée, s'il n'y a pas cette affirmation de faire du commun, et pour faire du commun, celui qui part de plus bas, on va mettre des moyens considérables pour qu'on soit dans une harmonisation sociale, par le haut, une harmonisation fiscale à peu près acceptable pour tout le monde, de telle sorte que à la fois l'Union fonctionne, mais aussi les États-nations fonctionnent pour les prérogatives qui leur reviennent. Si on ne fait pas des projets agricoles, industriels, de services communs, eh bien on aboutira à ça. La désagrégation est possible. Ouais. Regardez l'affaire Alstom-Siemens. Si on avait décidé de faire à plusieurs, Alstom, Siemens, Alstom, les Italiens, les Espagnols, un grand groupe dans le ferroviaire et l'énergie. Voilà un projet commun ambitieux où on aurait fait de l'emploi, on aurait fait de la formation, on aurait donné un avenir aux jeunes, parce que Siemens est très avancé sur l'entreprise 4.0. Mais ce n'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi l'absorption et on va faire la concurrence et on va mettre ici des ouvriers en chômage en faisant croire qu'en Allemagne, on va défendre leur emploi. Ça ne va pas. Donc situation à risque, on dirait, là, ce mercredi, sachant que la décision normalement doit être prise vendredi par le gouvernement espagnol, situation à risque et quand même un espoir que l'Europe, à un moment donné, s'en mêle, en tous les cas, c'est ce que vous souhaitez? Nous, au Parlement européen, je crois qu'on est prêt à s'en mêler. Déjà, il y a 15 jours, on était ici à Strasbourg et on en débattait. Après, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait uniquement le Conseil qui décide dans son coin et on considère que c'est l'Europe. Là, ce n'est pas juste. Et donc, je pense qu'on prendra nos responsabilités et s'il le faut, on saura s'en saisir. Voilà, merci à vous. Bien sûr, le débat n'est pas terminé, encore une fois, on le dit pour tous, mais celui-là très particulièrement, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis ne manquez pas 2 autres débats sur le site de l'humanité.fr. Un débat sur le glyphosate, on en a parlé il y a quelques minutes, et puis un autre sur les lanceurs d'alerte à suivre sur notre site l'humanité.fr. Au revoir, merci à vous.